Tout est parti ce matin-là dans mon jardin d'une simple plaisanterie. Gustave a voulu vérifier un truc, a-t-il dit, comme ma cabane à outils était adossée à celle de Giuseppe qui était là, qui triait des oignons et qui recevait d'ailleurs à ce moment-là l'abonné au monde venu lui demander une tronçonneuse. Gustave m'a dit, tiens, on va vérifier si Giuseppe et Albert sont magnétiques puisqu'ils sont vaccinés tous les deux, parce qu'il avait lu des élucubrations sur Internet à ce sujet, et il a mis son téléphone en Bluetooth contre la paroi des cabanes mitoyennes pour détecter le signal, pour voir si c'était vrai que les vaccinés avaient une signature magnétique qu'on pouvait lire avec son portable. À part Gustave et moi, dans mon jardin, il n'y avait que Vladimir à l'entrée de ma cabane qui a commencé à nous embrouiller un peu en nous disant qu'il fallait pas croire qu'il y avait que du faux là-dedans et qu'on commençait à remonter vers la vérité, etc. Le gouvernement japonais, par exemple, avait interrompu l'administration du produit parce qu'il y avait des corps étrangers métalliques dans les fioles, des corps qui n'étaient pas neutres sur le plan magnétique. En tout cas, dit Gustave, en continuant quand même à prendre la chose à la rigolade, ça se confirme, et il nous a brandi son téléphone qui montrait en fin de liste 2 séries de chiffres, de lettres, en disant, si ça se trouve, ce sont les adresses du système sanguin de nos 2 picousés, là. Ça fout un peu la trouille, mais on voyait qu'il n'y croyait pas vraiment, et quand l'abonné au monde a quitté la cabane de Giuseppe, Gustave nous a dit, ne leur dites rien quand même, malgré tout, Albert va nous traiter de complotistes parce qu'il va pas imaginer qu'on fait et qu'on dit ça pour s'amuser. Alors quand ils sont passés, puisqu'ils passaient devant mon portail ouvert, nous les avons invités à entrer. Gustave a demandé à Albert s'il avait son portable sur lui, et notre abonné au monde a dit non. Quant à Giuseppe, il n'en possédait même pas, ou alors il a un très vieux avec un forfait à 2 € par mois qu'il avait laissé chez lui. Donc Gustave nous a montré les 2 adresses. Mac là en silence sur son propre portable avec un sourire de comploteur, avant de remettre son téléphone finalement dans sa poche. Mais c'était quand même assez troublant, j'avais éteint le mien, Vladimir aussi, nous étions à 100 mètres du village, mais Vladimir, au lieu d'enchaîner sur les nanoparticules et toutes les théories qui sillonnent l'Internet à ce sujet, a brutalement changé de direction en disant à Gustave « Redis-leur ce que tu me disais hier sur l'enterrement de Théodore ». Je croyais, ai-je dit à Gustave, que tu n'y étais pas. Non, non, j'y étais pas, je suis arrivé très en retard à la fin de la messe, nous a dit Gustave, mais comme il n'y avait plus de place dans l'église, j'ai attendu pour l'accompagner au cimetière et pour voir du monde un peu, parce que les enterrements ici, c'est comme la déchetterie, c'est le seul endroit où tu rencontres à peu près tout le pays. Pharmacie un peu aussi. Et là, il y a un truc qui m'a amusé, a-t-il dit, c'est que je racontais ça hier à Vladimir, c'est tout le cirque qui a eu lieu après le cimetière, parce qu'on est allé boire un verre dans la famille du défunt à côté, et je suis tombé en plein rituel rural de transmission des armes. Des armes, j'ai demandé, heureusement l'abonné au monde était reparti dans l'allée en disant je reviens tout de suite pour aller mettre dans sa voiture la tronçonneuse qu'il venait d'emprunter. Nous en avons donc profité pour écouter Gustave nous expliquer à toute allure, avant qu'il ne revienne, le rituel immémorial dans ce pays de la transmission des armes après un décès. Dès qu'il y avait un mort parmi les chasseurs ou les anciens militaires, les hommes du village ou du hameau voisin venaient soit enquêter auprès de la veuve pour savoir s'il planquait des armes, soit demander à la veuve de les leur montrer parce qu'ils savaient à peu près exactement ce qu'il y avait et qu'il fallait les dissimuler avant que la gendarmerie ne vienne poser des questions. Théodore était connu pour avoir été un grand chasseur et surtout pour faire partie d'une lignée de grands résistants pendant la guerre. Il y avait même l'un de ses frères qui aurait 110 ans aujourd'hui environ, qui était ingénieur, qui faisait partie d'une commission des dommages de guerre en Allemagne et qui avait 2 9 mm, je le sais, je le fréquentais quand j'avais 25 ans, il en avait 70. C'était un grand type qui tirait tout seul dans la campagne à main levée comme ça. Donc avant et après l'enterrement de Théodore, son frère, il y a eu tout un balai, 4 personnes au moins, d'hommes qui se répartissaient les armes et surtout les munitions du 9 et du 7,65 principalement. On parle même pas des armes de chasse. Ils n'ont laissé qu'un fusil 12 et un petit 6,35, a dit Gustave, parce qu'il fallait pas que les gendarmes rentrent bredouille, il fallait qu'ils trouvent quand même quelque chose. Et il a ajouté tout le reste est parti dans les grottes. Alors là, c'est l'occasion pour moi d'expliquer que Campagnole est une commune très vaste qui comprend plusieurs falaises calcaires, de nombreux effondrements en pleine campagne, des trous de 50 mètres généralement boisés où, pendant les canicules, on sent soudain un air frais qui vient vous caresser la joue.
Eh bien, cet air glacé vient des profondeurs de la Terre. Il provient d'aveines, de grottes qui peuvent parfois être assez longues, mais en tout cas très profondes. La seule fois où j'y suis allé avec un passionné et une lampe au carbure, c'était donc bien avant les LED, j'ai pu voir que des ossements humains, datés par des scientifiques, paraît-il, de 4000 avant Jésus-Christ, étaient littéralement inclus dans le rocher lui-même. En revanche, ce que je n'ai pas vu lors de cette visite un peu lugubre, ce sont les fameuses planques d'armes qui existent pourtant bel et bien. Gustave me l'a confirmé, et comme l'abonné au Monde revenait vers nous, nous avons continué à parler des armes en campagne, mais sans mentionner ni l'enterrement de Théodore, ni les fameuses grottes. Et j'ai raconté une anecdote qui datait de mes 35 ans, c'est qu'on m'avait proposé d'acheter une Kalachnikov. Alors déjà, l'abonné au Monde a douté préventivement de ce que je racontais, comme si j'étais un mythomane. Et d'abord, il a dit que je prétendais faire partie du milieu des chasseurs alors qu'il n'en était rien, j'avais jamais chassé. Alors j'ai répondu qu'à l'époque, en effet, j'aimais pas ça déjà, mais que j'étais leur cinéaste. J'avais un assez gros caméscope, d'où le fait que j'allais souvent filmer leurs tableaux de chasse, et c'est là qu'on m'a proposé un jour d'entrer dans un club d'achat dans les années 90. Il fallait commander par 50, et chaque calache, oui c'était des calaches, valait 500 francs. Les chasseurs allaient les chercher la nuit dans des caisses, paraît-il, sur le port de Sète. Il paraît que ça venait de Serbie ou du Kosovo. Alors, l'abonné au Monde a dit c'est pas très précis. Il était un peu mal à l'aise, visiblement. Comme à l'époque, j'étais un campagnard qui dînait chez des énarques à Paris assez régulièrement, des gens des ministères qui avaient en charge le destin de la nation, j'ai mentionné ça lors d'un dîner chez des amis. J'ai raconté à un conseiller d'État, à un magistrat, à un chef de cabinet, qu'on m'avait proposé des armes de guerre, mais ils ont pris un air gêné, comme si j'affabulais. L'abonné au Monde, qui appartient à la même famille de pensée anticomplotiste, n'a pas pu s'empêcher de répondre que j'étais en effet un mytho, ce qui m'a énervé. J'ai dit que j'avais des vidéos tournées par moi-même à l'époque où l'on voyait le frère aîné de Théodore devant son arsenal, et même Vladimir, qui ne l'avait pas connu parce qu'il n'avait pas encore 40 ans et qu'il était à peine arrivé d'Ukraine comme petit garçon quand ce vieux monsieur est mort, a confirmé tout ça en disant que les armes de guerre étaient en effet très nombreuses dans les villages jusqu'à Villeneuve. La preuve, à 10 ans, lui-même, il avait failli se faire péter la main ou la figure. Il avait trouvé chez son père adoptif un Luger et des munitions. Et après avoir rempli le chargeur, il voulait tirer sur un rocher, mais quelqu'un était passé en voiture derrière lui, sur la route, et lui avait dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Et heureusement, je ne me suis pas enfui, il nous a dit Vladimir, pour aller faire ça ailleurs. Il nous a raconté, là, le monsieur a sorti le chargeur, il a regardé l'intérieur du canon, il a dit, malheureux, mais il y a une croûte de graisse, elle doit être dure comme de la pierre, tu vas te faire péter la main ou te crever un œil. Pendant ce récit est arrivé parmi nous Léon, je veux dire, pendant que nous évoquions tout ça dans mon jardin, qu'on a mis au courant du sujet du jour, et Vladimir a fait exprès de provoquer l'abonné au Monde afin qu'il essaye en quelque sorte d'enquêter sur ce que nous disions avant. Notre Albert a enragé en effet de n'avoir pas suivi le début de la conversation et il a dit mais non mais je me demandais juste pourquoi vous parlez de tout ça, des armes. Pour rien, dit Gustave, parce que c'est un fait de société, c'est tout. Il y en a partout et on aurait tort de croire que si on en trouve à Marseille, on n'en trouve pas ailleurs. Et l'abonné au Monde a dit un truc qui nous a fait rire. Il a dit quelque chose que démentait précisément le début de notre conversation tout à l'heure, à laquelle il n'avait pas assisté. Il a dit « Heureusement, avec la disparition des vieux de cette génération d'après-guerre, il y a un recensement de plus en plus fin des armes disponibles et il les collecte. » Là, Gustave a dit, en bon sociologue, ça c'était vrai quand les gendarmes étaient issus des mêmes milieux que les détenteurs ruraux, mais maintenant, le recrutement des gendarmes, c'est plutôt des jeunes ou des gens d'âge mûr qui ont grandi dans des familles loin de la campagne, donc ils sont incapables de savoir par la rumeur locale qui possède quoi et où. Et toi, tu le sais, a dit Albert. Mais moi, je sais tout, parce que contrairement à toi, j'écoute les gens. Et qu'est-ce qu'ils te disent, les gens? Eh ben, ils disent la même chose que lorsque Louis XIV envoyait ses dragons en Charente, ou Napoléon, ou la République de Thiers, ses agents pour la conscription. Ils disent que depuis 10 ans, le gouvernement va trop loin dans l'irruption dans la vie personnelle. Ils disent que déjà, il y avait l'inquisition de l'URSSAF, le crédit agricole, c'était les années 80-90. Ensuite, il y a eu l'informatique qui gérait tes impôts, le cadastre qui venait fouiller chez toi. Les expropriations se sont multipliées, les mises en demeure. Ensuite, le contrôle
technique des véhicules est arrivée là-dessus, les normes européennes pour l'eau, les pesticides, l'isolation, la vaccination des troupeaux. Ils ont commis des irruptions invraisemblables sur le plan épidémiologique dans la vie des gens dont personne ne parle. Des milliers de bêtes sont mortes à cause d'injections dans les années 2005-2008 à cause de ce qu'on appelait la fièvre catarrhale ovine, qui affectait d'ailleurs assez bizarrement les bovins. C'est un truc qui venait d'Afrique du Nord, nous a dit Gustave. Ils ont absolument à l'époque voulu rendre un vaccin obligatoire chez les vaches. Résultat, désastre absolu, les gestations ratées, une mortalité énorme chez les veaux. Non, ne te fatigue pas Albert, c'est vrai que je ne suis pas éleveur, c'est pas la peine de le rappeler. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'on se rapproche petit à petit du seuil historique d'intervention tolérable ou intolérable de l'État dans la vie de chacun, dans le privé, dans le dernier cercle. L'inquisition est telle désormais sur le plan bancaire, pourquoi vous voulez retirer cet argent, sur le plan du compteur Linky par exemple, pourquoi vous consommez autant, avec la multiplication des radars qu'ils installent derrière chez toi, avec les contrôles en tout genre, que la goutte d'eau est en train de grossir, la dernière goutte d'eau après laquelle le vase déborde. Et je parle là de la dernière obligation, tu m'as compris, celle où on vient te chercher pour t'emmener de force. Pourquoi faire? Cherche bien, cherche pourquoi faire. Il n'y a pas des centaines de rumeurs en ce moment qui te brossent un tableau où les gendarmes entrent dans les maisons pour vérifier avec des infirmiers derrière eux que tu es en règle pour tout. Et alors, tu crois que ça mène où? Là, Gustave était pratiquement prêt à entonner le chant des partisans. Il a dit, quand on a un peu de culture historique française, c'est pas très dur de prendre le pouls du pays. Et là, j'ai trouvé la veine du poignet. Je veux dire, depuis longtemps, ça bat très très fort. Même Vladimir, qui vient d'Ukraine, il a trouvé la fameuse veine parce qu'il s'agit de la veine de l'Europe, celle qui ne veut pas mourir, celle qui ne mourra pas. Et l'Ukraine est dedans. Monsieur Dumont, tout ça, dit l'abonné au Monde, vous allez faire ce qu'on vous dit, et puis voilà, combien tu paries. Et là, je suis intervenu pour dire, c'est marrant, mais un monsieur vient de m'écrire un courrier électronique que j'ai imprimé pour vous. Et là, j'ai sorti un bout de papier où il y avait écrit « Ma belle-sœur vient de se faire voler son véhicule. C'est un véhicule équipé handicapé. Elle est hémiplégique suite à un AVC. Il y a un autocollant sur la lunette arrière AR handicapé, une carte de stationnement, des équipements de conduite. On ne peut pas ne pas voir que c'est une voiture de handicapé. Tout ça en pleine journée. Et je vais vous dire, ça va mal finir, me disait ce monsieur. Les honnêtes gens finiront par prendre les armes pour retrouver leur liberté et leur tranquillité. » Fin de citation. Et là, l'abonné au Monde a essayé de faire le malin sur le ton, voyons, c'est tellement simple. Mais Vladimir, lui, était très ému, le jeune Ukrainien. Il m'a pris le papier pour le relire. Ça lui rappelait visiblement quelque chose de privé qu'il n'a même pas raconté entièrement. Un peu blême, il m'a dit, vous savez que ce Loukachenko, le dictateur en Biélorussie, là dont tout le monde dit tant de mal en Occident, moi, il m'a sauvé ma famille paternelle. En fait, il a sauvé tout le pays du chaos à cette époque. Un moment à la chute des soviétiques à Minsk, c'était la jungle absolue. En 2 ans, on a vu surgir des bandes qui rançonnaient tout le monde, qui torturaient les gens chez eux, des trafiquants, des dealers, des vendeurs d'organes même. On a tout eu. Et là, Loukachenko et d'autres ont décidé de faire un coup d'État armé contre la sauvagerie en lui appliquant les mêmes méthodes en plus rapide. En 2 ou 3 nuits, ils sont allés chercher les responsables de cette atmosphère de terreur pour les zigouiller carrément tous ensemble avec des armes issues des bataillons de l'armée en déroute. Ça fait 30 ans de ça. Il y a eu 200, 250 victimes environ, et pas des innocents, je le précise, des mafieux, des tortionnaires. Et maintenant, les femmes peuvent se promener à Minsk en jupe à 2 heures du matin. Il leur arrive rien. Et l'abonné au Monde s'est énervé et a dit, il a remplacé une terreur par une autre, et voilà tout. Tu t'es jamais demandé pourquoi, a dit Vladimir, quand il y a des élections, il est réélu, ce type, Loukachenko, haut la main, parce qu'il triche, parce qu'il a les Russes derrière lui. Mais il n'a pas besoin de ça, c'est ça que vous ne comprenez pas en Occident, le peuple biélorusse l'approuve entièrement. Et là, Léon, comme toujours, a dit on se prépare en France à des scores de 70 à 80% aussi, mais malheureusement avec un épisode préalable à peu près du même genre, très bref, si ça peut vous rassurer, ça va pas durer 4 mois. Et Gustave a conclu mystérieusement, d'où l'importance des grottes. L'abonné au Monde a un peu largué, a demandé pourquoi les grottes, et nous avons souri comme des conjurés pour nous moquer de lui en appliquant le téléphone de Gustave sur sa poitrine pour essayer de lui faire croire que nous croyions à cette histoire d'identité Bluetooth des vaccinés, encore une fois. Il a immédiatement donné dans le panneau en nous disant « Non, ne me dites pas que vous croyez à ces conneries !» Et tout le monde, Léon compris, a dit « Mais si, pourquoi ?» Et si ça se trouve, dès qu'on aura trouvé un détecteur plus sophistiqué, a dit Léon, ça fera bip quand tu vas te pointer sur une terrasse de café. Et là, Gustave en a rajouté en disant
Ça sera la version moderne de la crécelle qui précédait les lépreux au Moyen-Âge, parce que vu les taux de virus que vous transportez tous avec vos 3 doses, bientôt 4, il va bientôt falloir s'écarter de vous dans les magasins. C'est ce que disait Léon l'autre jour, et je dis, les premiers seront les derniers. Et Léon a conclu, écoutez, ça sera bientôt très général cette histoire, je veux dire, pas seulement sur le plan sanitaire. Ça y est, a dit l'abonné au monde, il va nous parler de la révolte des gueux. Et là, l'abonné au monde nous a fait le coup du non, mais t'as vu le niveau des protestataires du samedi? On fait pas une nation avec des gens qui naviguent entre Netflix et les matchs de Coupe d'Europe. Et là, Gustave a répondu, vous avez perdu la partie, laissez tomber. Les gens furieux aujourd'hui, ceux qui défilent le samedi, ont fait bac+3, et même quand ils n'ont pas bac+3 comme moi ou comme Léon, ils ont lu, ils ont réfléchi, ils savent quelles questions poser et comment les résoudre. Vous avez perdu la partie, c'est tout. Mais c'est pas un jeu, a dit Albert. Ben si, justement, a répondu Léon, c'est un jeu de Go. C'est la matière contre l'esprit. Vous êtes la matière. Et vous, peut-être, vous êtes l'esprit, a ricané l'abonné au monde, avec un affreux sourire un peu à la Bill Gates. Nous ne sommes pas l'esprit, a dit Léon, nous lui livrons passage, nous sommes des antennes de l'esprit. Quand je calcule une racine carrée sans la calculer vraiment, quand je la vois en bleu et en vert, parce que les chiffres chez moi dans ma tête sont en couleur, je ne sais absolument pas pourquoi. Quelque chose en moi s'exprime, et c'est pas la matière, je le sais, c'est l'esprit. Tandis que vous livrez partout passage à la matière, vous lui donnez le beau rôle, le premier rôle, comme si elle pouvait s'animer avec un programme, c'est-à-dire avoir une âme. Votre intelligence artificielle est une véritable connerie, programmée pour singer l'esprit. C'est le prince de ce monde qui l'exige. Vous essayez d'injecter, j'emploie ce mot exprès, de la matière dans l'esprit pour le travestir, le domestiquer, pour le mettre à votre service, à contribution, alors que nous, c'est le contraire. Nous avons mis de l'esprit dans la matière pour la libérer, pour l'affranchir. D'ailleurs, c'est l'objet de toute l'histoire humaine. C'est Pinocchio, c'est Frankenstein, c'est le baptême chrétien. Mais avec vos méthodes, vous croyez pouvoir renverser cette loi éternelle. Avec votre passe, là, vous fabriquez un autre baptême laïque, un baptême de soumission de l'esprit au matériel. C'est la fameuse marque de l'Apocalypse, et vous avez déjà échoué comme 100 fois dans l'histoire. Gustave a dit, c'est pourquoi ils n'aiment pas l'histoire, elle leur raconte leur futur échec. Et il a brandi son téléphone vers l'abonné au monde en lisant le code MAC qui était censé correspondre au numéro de son vaccin. Il a dit, t'en fais pas A3B1, E6, C9, on t'en veut pas. Bientôt tu seras reprogrammé pour retrouver le chemin de l'esprit. Eh bien écoutez, souhaitons-le à tous ceux qui ont succombé à la matière. À bientôt, merci.